je me présente, je suis Anne-Sophie Charrois, je suis consultante au sein du cabinet des ressources et des hommes depuis une vingtaine d'années, donc consultante, coach, psychologue du travail. Jérôme Gilles, Voilà. psychologue du travail aussi, consultant chez des ressources et des hommes depuis que ça existe. Intervenant en prévention des risques professionnels, coach et formateur à mes heures perdues. On voulait aborder la thématique du changement en entreprise parce que c'est une thématique qui est assez récurrente et dont on s'empare aussi régulièrement avec nos clients, euh, souvent dans un partenariat en fait, hein, pour travailler plus ou moins longtemps en fait sur les différents projets à venir et puis les changements notamment d'organisation ou de culture organisationnelle. Donc, des ressources et des hommes, c'est un organisme rémois qui a plusieurs activités, notamment la formation sur tout ce qui est management et développement des potentiels. Donc, on pourrait dire tout ce qui est, tourne autour de l'excellence relationnelle. On accompagne également alors, les salariés, les managers et évidemment les dirigeants dans toutes leurs phases en fait, d'évolution dans l'entreprise en termes de bilan de compétences, d'outplacement, d'évaluation de profil, de bilan de carrière. On accompagne, donc là c'est notre sujet du jour, les entreprises en fait sur la partie RH, notamment dans le cadre de mutation, dans le cadre de transmission d'entreprise, de fusion, de réorganisation, de changement de modèle économique qui questionne beaucoup sur le plan humain. Donc on est là pour travailler sur ces sujets-là. Et puis on a aussi toute une thématique qui tourne autour de la prévention des risques psychosociaux. On réalise des enquêtes, des diagnostics, on accompagne les dirigeants dans leurs réflexions sur ces sujets, on organise des cellules d'écoute psychologique en cas de besoin. Voilà, on a tout un panel d'offres d'intervention sur les risques psychosociaux. Donc ça, c'était pour la présentation générale de notre cabinet. Donc, je laisse la parole à Jérôme maintenant pour la suite. Alors l'idée du webinaire, d'aborder le sujet de l'accompagnement du changement et du changement général. Donc dans l'idée, on va se parler de la méthodo, en fait, de l'accompagnement du changement, de la nécessité d'accompagner à la fois les acteurs de l'organisation, mais aussi l'organisation dans sa globalité. Donc pour voir un peu quels sont les outils et les techniques en fait qui peuvent être à disposition et surtout en fait tout ce qui est du registre de la précaution. Voilà, ça c'est l'intention. Euh, J'espère que rien que sur l'énoncé de cette intention, on ne va pas vous perdre. On verra bien. Si c'est bon, on y va. Mhm. Donc la première chose en fait qui est importante sur la question du changement, c'est de quoi parlons-nous? Le premier sujet en fait, parce qu'on peut changer sa paire de chaussures, on peut changer ses équipiers, on peut changer une organisation, on peut changer les produits sur lesquels on travaille, les produits ou les prestations. On peut changer des tonnes de choses, mais il y a des changements en fait qui sont importants et structurants et qui passent par une étape de déstructuration. Et puis il y a des changements qui sont anodins. Donc, quelle est la nature en fait de ce qui doit changer, en quoi c'est important, donc quelle nécessité en fait du changement. C'est tout un tas de petites questions qu'on peut se poser au démarrage. Si on les a listées comme ça, en fait, c'est parce que d'habitude, on a plutôt tendance à considérer que ce sont des évidences qui n'ont pas besoin d'être rappelées. Or, je pense que c'est très très important en fait de prendre le soin de se les rappeler. Quand on envisage un changement, en fait, c'est qu'on a un point de départ, celui dans lequel on se trouve dans l'instant présent, et puis il y a un point d'arrivée, en fait, qui est une ambition, enfin, qui peut être une ambition, qui peut être de manière très précise ou très circonstanciée, quelque chose de déjà bien défini. Et donc, qu'est-ce qu'on attend en fait de ce changement? Qu'est-ce qu'on voudrait qui bouge? Qu'est-ce qu'on voudrait qui ne bouge pas? En gros, en fait, si on le dit de manière très simple, c'est qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette et qu'est-ce qu'on ajuste.
C'est trois petites entrées qui peuvent permettre de se poser enfin, d'avoir les points de repère déjà sur ce qu'on va vraiment bouger. Et dans ce que l'on garde, en fait, c'est ce qui ne doit surtout pas bouger, c'est-à-dire les fondamentaux de l'organisation, par exemple. Et ces fondamentaux, des fois, c'est très important de savoir qui ils sont pour en prendre soin, parce que dans les dynamiques de changement, on peut embarquer dans le changement des choses qu'on n'aurait pas voulu voir bouger. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre d'intelligent là-dessus? Si. Ce qui est très très important là, à mon sens, et ça c'est d'expérience que je vous en parle, c'est que établir un descriptif précis de la situation de départ, c'est quelque chose en fait qui passe très souvent dans le registre des évidences, il n'y a pas besoin de se le dire en fait parce qu'on sait bien de où on part. Et la plupart du temps, c'est bien ça en fait qui va poser problème si on est passé trop vite là-dessus. Moi, j'ai accompagné à plusieurs reprises hein, des organisations où on avait des transformeurs, en fait, des gens qui étaient vraiment très très volontaires dans le changement, mais qui oubliaient enfin, du manager, qui oubliait en fait que il fallait aller chercher les gens là où ils étaient et pas là où on voulait qu'ils soient. Et très souvent, en fait, on va avoir de grosses incompréhensions, et pour pas dire juste après l'incompréhension, des conflits de personnes qui sont issus de ce hiatus. La personne, en fait, elle est là où elle est, avec son langage, avec son système de pensée, avec son organisation. Et quand on va la chercher, en fait, il faut partir du réel et pas partir du fantasme ou du désiré. Je pourrais vous l'illustrer, mais je ne sais pas si c'est le moment. Voilà. Donc, forcément, en fait, il va y avoir des risques quand on va faire bouger les choses. Et dans les risques, il est très, très important, en fait, de savoir quelles sont les natures de risques, et où ça peut nous emmener, quel coût pourrait avoir chacun des risques identifiés. Et puis, on a aussi, en fait, tout un tas de personnes qui sont concernées par le changement. Et donc, on s'efforce aussi de faire une pré-cartographie de, de l'ensemble des acteurs de l'organisation pour voir sur qui on peut compter, sur qui on ne peut pas compter et sur qui il faudrait s'y prendre autrement pour pouvoir compter. Et puis, qui va être concerné le plus fortement par le changement? Ouais. Mm. Voilà, ceux pour qui ça va être important d'avoir des petites attentions. Oui. Ce qui est important aussi de se dire à cet endroit-là, c'est que quand il y a alors des projets d'évolution d'une organisation avec un niveau de profondeur important, comme par exemple une évolution de la culture de l'organisation, il est impératif que cette organisation, enfin que ce projet de changement, pardon, il soit porté par la direction de l'organisation, enfin les dirigeants, que c'est quelque chose, en fait, l'intention du changement ne peut pas, à mon sens, ne peut pas être déléguée. Donc, on va attendre qu'il y ait une véritable implication de la direction. Et ça, c'est un point ultra sensible, c'est-à-dire que pour que ce soit crédible, en fait, il faut que ça vienne d'en haut, l'envie d'aller vers du meilleur. Voilà. On est bon? Ouais. Donc l'idée de la définition de la cible du changement, donc là c'est marqué en gras, donc on a trois types de publics. Ça c'est dans une petite nomenclature plutôt simple qui nous dit que globalement en fait on va retrouver trois familles d'acteurs, les transformeurs, les âmes perdues, les attentistes, avec une petite règle genre Pareto, c'est-à-dire les transformeurs à la louche comme ça représente une poignée dans l'organisation, des gens très volontaires, très engagés. Quand on dit on ambitionne telle chose, automatiquement ils sont déjà dans le train et ils sont déjà en train de pousser, quoi. Les âmes perdues, en fait, sont les gens qui sont déjà dans l'organisation un peu
ils ont perdu le contact en fait avec le sens de l'organisation. Ils sont un peu loin. Ils ont très envie en fait de dire qu'ils sont pas contents. Ceux-là, en fait, ils sont pas nombreux non plus, mais ils peuvent embarquer dans un sens inverse hein, une partie de la population. Et puis, le gros de la troupe, en fait, ce sont les attentistes, ceux qui sont pas convaincus, en fait, de la nécessité du changement, mais qui ne demandent qu'à l'être. Eux, ils vont avoir besoin de démonstrations, en fait, d'un contact avec le concret pour se dire, OK, là maintenant, en fait, je sens que le chef de gare va pas tarder à siffler, il faut monter dans le train. Voilà. Et pour qu'ils montent dans le train, en fait, il faut avoir réussi des choses avec les transformeurs. C'est un peu ça l'idée. Classiquement, dans les projets de changement, on pourrait avoir tendance à mettre toute son énergie dans l'argumentation pour essayer de récupérer les âmes perdues, pour faire la démonstration en fait que ce qu'ils pensent et le où ils ont envie d'aller n'est pas du tout la bonne direction. Donc les convaincre qu'ils ont tort. Et rien que de le dire comme ça, en fait, on sait déjà que cette opération ne sera pas fructueuse. Donc on pourrait dépenser toute son énergie à cet endroit-là, et c'est un endroit où ça ressemble plutôt à du gaspillage. Donc dans les dynamiques d'accompagnement du changement, on préférera bien travailler avec les transformeurs, en fait, qui eux vont pouvoir concrétiser l'intérêt qu'il y a de s'engager dans le changement. Ils vont faire la démonstration, en fait, qu'il y a du bénéfice, alors pour eux et pour tout le monde autour. Et c'est comme ça, en fait, qu'on réussira à convaincre les attentistes. Et les âmes perdues, en fait, ben, finiront peut-être par monter dans le train ou auront envie d'aller voir ailleurs. Voilà. C'est ce qu'on peut dire, en fait, sur cette partie-là. Autre point qui est à envisager dans l'analyse avant de démarrer en fait la question d'engager l'action en fait, c'est le changement. Est-ce que il est injonctif ou pas? Est-ce qu'il est imposé en fait par notre environnement, par exemple? On a une concurrence qui met une pression énorme et puis on peut avoir des choses comme ça où on n'a pas d'autre possibilité que de changer. Donc injonctif, en fait, c'est s'il est imposé par un facteur externe, dans ce cas-là, ça va être plutôt simple de faire la démonstration qu'on ne peut pas ne pas changer. S'il ne l'est pas, si on est plutôt en fait sur une démarche volontaire de la direction de l'organisation, dans ce cas-là, en fait, il va falloir trouver un petit moyen pour signifier que on est obligé de changer. Et donc, il faut trouver le point de rupture. Il faut que la vieille façon de fonctionner ne puisse plus fonctionner. Et pour ça, en fait, il faut trouver le moyen. Et c'est pas forcément facile parce que il y a une petite règle en fait, c'est que le changement, il ne se décrète pas, le changement, il s'impose. C'est comme ça. Euh, voilà. Donc après, il y a une question de temporalité. Alors sur la question de la temporalité, on va avoir la possibilité soit de se préparer ou d'anticiper dans la mesure où on a un peu de champ pour envisager les choses. Des fois, on a des petits signaux faibles sur, par exemple, l'usure d'un produit ou d'une prestation, et on sait en fait que d'ici un an ou deux, ce produit-là en fait ne fonctionnera plus parce que voilà, on a repéré soit que les concurrents ont trouvé meilleur, mieux marketé ou je sais pas quoi. Et dans ce cas-là, en fait, on sait en fait que la durée de vie est limitée. Et si on entend les signaux faibles et si on s'y prépare, on saura articuler des évolutions sans brutalité. Mais on peut aussi très bien être surpris en fait par ce qui arrive. Et dans ce cas-là, en fait, les changements, ils sont brutaux. Et on n'a pas du tout, en fait, on n'aura pas du tout la même méthodologie dans un cas ou dans l'autre.
Donc cette notion de temporalité, en fait, elle est importante. Et après, troisième point qui est aussi très très important, c'est de bien comprendre en fait de quoi s'agit-il en termes de changement. Alors, on a une petite nomenclature là qui est assez facile à mémoriser. C'est changement de type 1, changement de type 2. Donc ça nous vient de Paul Václavic, en fait, qui l'avait décrit dans sa littérature. Le changement de type 1, en fait, c'est quand on a une modification enfin, une modification du régime sans avoir une modification du système. Je l'illustre. Si je suis dans ma voiture et que je roule en seconde et que je roule par exemple à 30 km/h et que je veux monter à 50 km/h, mais en restant en seconde, je vais avoir un changement de type 1. C'est-à-dire que rien dans la boîte de vitesse n'a bougé d'autre que la vitesse de rotation. C'est le seul truc. Donc il y a des organisations à qui on va demander de forcer en fait les rythmes, par exemple, et ça ne justifie pas ou ça ne nécessite pas en fait un changement d'organisation à l'intérieur, un changement de structure. Donc ça, c'est le changement de type 1. Changement de type 2, le changement de type 2, en fait, on va se retrouver donc avec une organisation qui va devoir évoluer. Donc là, ma boîte de vitesse, en fait, quand je passe de la seconde à la troisième, ce ne sont pas tout à fait en fait les mêmes pignons qui vont tourner et ça va engendrer en fait une adaptation. Dans l'organisation de travail, les adaptations, c'est on rebrasse l'organigramme, c'est on retravaille en fait des éléments de culture de l'organisation. Ça, c'est quand on a du changement en profondeur. En clair, en fait, changement de type 1, on travaille sur les outils, la méthode, des choses comme ça. En fait, on peut emmener les gens en formation, on va travailler sur les flux de communication. Tout ça, en fait, c'est du changement de type 1. Les changements de type 2, en fait, c'est quand on fait bouger le système de valeurs de l'organisation, quand on fait bouger les éléments de mission. Là, dans ce cas-là, en fait, on a de la transformation en profondeur. Et la plupart du temps, en fait, le changement de type 2 risque de bouleverser en profondeur les systèmes de croyance des individus. Et c'est dans la famille des changements de type 2 qu'on va avoir le risque d'apparaître, enfin de voir apparaître, pardon, des risques psychosociaux, par exemple. Parce qu'on va avoir donc des situations en fait, de détresse par incompréhension, par incapacité d'adaptation. En gros, le système va se mettre à frotter, quoi. Alors là, je fais une petite parenthèse, en fait, c'est que dans notre façon d'aborder les sujets, quand on rencontre dans une organisation de la souffrance, et là, c'est les préventeurs en risques psychosociaux qui parlent, quand on rencontre de la souffrance, en fait, on pourrait être tenté de regarder ça comme étant un problème. Nous, on va regarder ça, en fait, comme étant un signal. Et c'est le signal, en fait, on retrouve de la souffrance dans toutes les situations de crise. Crise dans le sens, les choses vont bouger. La souffrance, en fait, c'est juste l'expression de la nécessité de mettre en mouvement l'organisation. Et on va traiter la souffrance, non pas en cherchant à l'apaiser, mais en cherchant à comprendre quoi dans l'organisation doit évoluer pour que la souffrance ne soit plus une réponse. Et donc, la plupart du temps, en fait, quand il y a souffrance dans une organisation, c'est qu'il y a du changement de type 2 qui devient nécessaire. Voilà, c'est pour ça que ce point-là, à mon sens, est important. Si on pousse encore un petit peu plus loin le sujet, voilà, les étapes du changement. Et là, je vais passer le micro à Anne-Sophie qui va s'occuper de vous présenter la courbe du changement. Donc la courbe du changement, on vous proposait dans notre présentation de s'appuyer là-dessus pour vous présenter ce que l'on peut faire, ce que l'on peut mettre concrètement en face de chaque étape du changement. Donc cette courbe, elle est issue voilà, de la courbe du deuil en fait, d'une auteure qui s'appelle Kubler-Ross et qui a été réutilisée après dans le cadre du management pour
comprendre un peu les mécanismes psychologiques qui se déroulent au cours des différents changements que l'on peut vivre. Et donc, il y a plusieurs étapes dans les changements. Donc déjà, il y a une annonce, alors un confinement, un changement de logiciel, voilà, une réorganisation, quelque chose donc d'assez qui peut être impactant pour une organisation. Et à partir de là, il y a déjà le choc de l'annonce qui va entraîner du déni et de la colère. Donc dans cette phase-là, en fait, on n'accepte pas l'idée de cette annonce, voilà, du changement qui va arriver. C'est, moi, j'ai l'habitude de décrire ça comme cette phase-là comme un amortisseur en fait pour prendre le temps d'intégrer en fait le changement. Donc déjà, on est dans le déni. Donc là, vous pouvez observer que les gens peuvent être dans le rejet du changement ou dans la minimisation du changement ou pensent que ça ne va pas les concerner. Donc des choses qui peuvent paraître irrationnelles au départ, mais qui sont très logiques dans ce processus. Ensuite, il y a une étape de colère où là, vous allez pouvoir observer les gens venir vous voir et dire mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi on fait ça? Beaucoup de critiques, beaucoup de frustration, beaucoup de peut-être comment dire, de comportements qui peuvent vous paraître ralentir le changement, voire le saboter. On peut avoir des comportements de ce type-là à cet endroit-là et petit à petit, ça va s'atténuer. Si l'expression, mais ça on y reviendra après, si l'expression de la colère se fait assez naturellement et incité par les managers et la direction, ça va aider les personnes qui vont subir ou suivre le changement dans les phases suivantes. Donc la phase qui arrive juste après, donc c'est une phase de remise en question où là on va observer des personnes qui vont être dans le marchandage, la négociation. Donc, on va peut-être tenter de faire des compromis. Vous allez avoir des personnes qui vont dire, mais le 7 ERP, peut-être on peut décaler la date de mise en œuvre. Peut-être je peux continuer à fonctionner encore un peu avec l'ancien, etc. Donc, on va avoir cette étape de négociation. Alors, si on n'est pas aguerri en tant que manager à cette courbe du changement, on peut se dire, mais non, mais c'est pas négociable, c'est pas comme ça, etc. Et un peu s'offusquer de ça, alors que c'est quelque chose d'assez naturel, puisqu'on va vivre ça, quel que soit le changement qui s'opère, et de manière plus forte si c'est un changement de type 2. Petit à petit, en cheminant dans ce processus, on va avancer vers la tristesse, où là, on peut voir s'exprimer un sentiment d'impuissance, une démotivation des gens, un décrochage. Puisque c'est comme ça, ben, moi, je j'ai plus envie, je laisse tomber. Il peut y avoir de l'absentéisme, une baisse de productivité à cet endroit-là. Ensuite, petit à petit, enfin, quand on est dans la phase de tristesse, on abandonne, enfin, on sait qu'on va devoir lâcher quelque chose, mais on n'est pas encore à accepter ce qui va arriver. Donc, c'est aussi une phase nécessaire qui permet de lâcher ce sur quoi on était, parce que les habitudes qu'on avait étaient assez sécurisantes. La colère, enfin voilà, exprime l'insécurité, hein, la peur par rapport à cette phase-là. Et puis la tristesse, bon, on commence à percevoir les choses qui vont arriver, mais on n'est pas encore complètement dedans. Donc voilà, on a un sentiment de lâcher prise, on n'est plus dedans, manque de sens, manque de point de repère, jusqu'à temps qu'on commence à tester, à voir qu'il y a peut-être des bénéfices, que oui, le changement arrive, effectivement, ça peut être intéressant, on en discute, puis ça prend forme, ça prend corps, et donc petit à petit, on accepte ce qui est là et on va se remobiliser en découvrant aussi quel sens ça a, quel bénéfice ça peut avoir. Et si j'ai du bénéfice, ben, tant mieux, je vais avancer vers la phase d'après, qui est la phase d'engagement, où là, je passe à l'action
Et puis, voilà, j'ai passé tout un cap avec toutes ces phases-là. Et là, je suis en capacité enfin, je suis en maîtrise de ce qu'on me demande de faire. Je sais, j'ai de nouveaux points de repère. Donc, tout ça, ça me permet d'aller vers l'engagement. Alors, par rapport au rôle du manager, si on passe l'étape d'après, euh, la première chose dans la première phase, la phase du choc et du déni, donc comme je vous disais tout à l'heure, il y a de la peur. Donc, l'idée à cet endroit-là pour les managers, c'est d'informer. Alors, d'informer, on est bien d'accord, comme il y a de la colère qui s'exprime à cet endroit-là, l'information, elle va peut-être pas passer du premier coup. Donc, il va sûrement falloir répéter. Mais si les managers sont préparés et ont conscience de ces différentes étapes, ils vont avoir ça en ligne de mire et ils vont pouvoir donc continuer à donner de l'information, dire ce qu'ils savent, dire ce qu'ils ne savent pas, peut-être donner un nom au projet, parler de la nécessité de changer, quelles sont les étapes clés qui sont prévues, même si ça reste encore un peu flou, même s'il y a des choses qu'on ne sait pas. On peut quand même donner des étapes, on peut donner des livrables, des délais, des attendus. On peut dire ce qui ne change pas, on peut donner des indicateurs, on peut parler des impacts, des bénéfices attendus. Et puis, on peut parler des méthodes qui vont être employées, c'est-à-dire de dire, voilà, il y a une première étape où on va avoir besoin de collecter de l'information, une deuxième étape où on va avoir besoin de synthétiser, puis de revenir vers vous, puis de tester des choses, etc. Donc, informer sur le comment on va faire. Donc ça, c'est la première chose. À cet endroit-là, au niveau de l'information, ce qu'il faut être prêt, et là on rentre aussi dans la préparation du changement, il faut être prêt à recevoir les émotions, à recevoir la colère, à recevoir aussi la tristesse. Euh, donc les managers, en tout cas ceux qui vont piloter le changement et qui vont être directement, qui vont être en lien directement avec les personnes qui vont être sujettes au changement, vont devoir faire preuve d'écoute, de disponibilité, savoir gérer les émotions des autres, savoir gérer leurs propres émotions, savoir gérer les conflits, euh, savoir gérer enfin, favoriser la verbalisation, parce que ce qui me permet de passer d'une phase à l'autre, c'est l'expression de la colère. Et donc là, il faut savoir accueillir la colère sans forcément prendre les choses pour soi à ce moment-là. Donc, favoriser l'extériorisation des émotions, le partage informel, formel sur les changements, sur les peurs qu'il va y avoir. Donc, ne pas hésiter à créer des espaces d'échange et de partage pour que les gens puissent s'exprimer dans des lieux où qu'on maîtrise, voilà, parce que sinon vont naître des bruits de couloir, on va plus, on va perdre un peu, voilà, les choses peuvent s'emballer et puis ne pas réussir à redonner le sens du changement par rapport à tous ces bruits de couloir qui peuvent prendre une ampleur importante. Donc à cet endroit-là, il peut y avoir aussi des cellules d'écoute, des cellules de soutien, enfin, si je parle de ce que nous, on connaît qu'on peut mettre en place. Et voilà. Sur la deuxième phase de remise en question, là, le manager ou le pilote du changement va devoir guider les choses. Donc, quand on a recueilli l'information de comment ça va, des peurs, de la colère, on accueille et on comprend d'où viennent les résistances, en fait. Est-ce que c'est la peur de ne pas savoir faire? Est-ce que c'est le manque d'information? Est-ce que c'est la culture de l'organisation qui fait qu'il y a une résistance? Et donc, en fonction de toute cette compréhension, on va pouvoir mener des actions qui vont permettre de guider et d'impliquer petit à petit les salariés sur les changements à venir. Donc, pour ça, il faut échanger le plus possible sur les conditions de faisabilité du changement. Il faut
régulièrement, c'est pas une seule fois, hein, clarifier les objectifs de chaque étape, les attendus de chaque phase, la vision de l'avenir, travailler en mode d'apprentissage, faire des essais, des erreurs, mais que tout ça, que ce soit clair pour tout le monde, en fait. C'est comme ça qu'on va procéder par apprentissage. Donc là, les managers vont devoir travailler sur leur capacité à faciliter les choses, sur l'intelligence collective, sur mener des groupes de travail, analyser, faire des groupes aussi d'analyse de charge de travail, parce qu'on sait que dans cette partie-là, forcément, on a du travail supplémentaire, puisqu'on doit gérer beaucoup de choses en même temps. Donc, régulièrement prendre la température et voir ce qui est à réajuster et comment faire que les gens s'impliquent petit à petit dans ce moment du changement. Il peut y avoir des ateliers de co-développement, de coaching d'équipe aussi à ce moment-là. Et donc, le manager va devoir guider, valoriser et accepter aussi tout ce qui vient sans prendre les choses pour lui-même. À ce moment-là, il faut être attentif au rythme du changement, pas être trop impatient sur le fait que les choses avancent. Ça va avancer, mais dans les phases du changement, voilà, on a besoin, chacun a son propre rythme et il y a besoin de temps pour tout accepter. Donc, quand tout ça est fait, régulé, voilà, après on arrive, les choses sont un peu plus marquées vers le changement et on va pouvoir passer à une phase d'encouragement parce que là, ça devient plus facile, parce que là, on commence à reprendre ses points de repère. Donc, il faut valoriser les prises d'initiative, valoriser les succès, euh, communiquer sur les réussites et continuer à élaborer le projet parce que forcément, il y a des évolutions, il y a des choses qui bougent entre le démarrage du projet et puis l'avancée. Attention là, à ce moment-là, de ne pas blâmer les erreurs, de ne pas euh, retoquer les prises d'initiative, d'avoir une vision trop directive, parce que les gens vont avoir besoin de tester, de s'approprier les choses. Et attention au fait de ne pas voir le chemin qui est parcouru. Donc toujours regarder aussi en arrière quand on est manager et se dire, ouais, c'est vrai qu'au début on était là, et là on a quand même avancé, il y a des choses qui sont encourageantes. Et puis la dernière phase, c'est une phase qui peut être oubliée, la phase de clôture, d'engagement, il faut reconnaître tout ce qui a été fait, faire des retours d'expérience, voir le retour sur investissement, réfléchir au sens, aux bénéfices. L'idée là, c'est de pouvoir faire aussi un point d'étape pour se dire bon, bah, qu'est-ce qu'on a apprécié, qu'est-ce qu'on a bien aimé faire, qu'est-ce qui a été compliqué, qu'est-ce qui était facile, sur quoi on a pu s'appuyer, etc. Et donc tout ça, quand on prépare ça, qu'on met en place donc toutes ces choses-là, ça favorise en fait, hein, c'est ce qu'on appelle l'accompagnement au changement tout au long d'un processus. Et ce qui est important vraiment pour les managers et pilotes de projet, c'est bien de se dire, c'est un processus, il y a un début, un milieu, une fin, que ça chemine, que ça avance et que je vois les gens passer dans ces différentes phases et que je les vois avancer. Et ça, c'est positif, même s'il y a de la colère, de la résistance, voilà, de toutes ces choses qui peuvent, la critique. Et donc, on vit des choses intenses dans ces moments-là. Et juste pour finir, donc attention aux multiples changements qui peuvent être menés de manière parallèle parce que voilà, ça fait donc bouger plein de choses à l'intérieur et donc ça peut être usant, fatigant et à la fin on peut avoir du mal à aller vers de la motivation à faire compte tenu de tout ce qui est mis en œuvre. Donc ce qui est important c'est aussi de prioriser en fait les changements, de, de favoriser peut-être ceux qui ont un impact plus fort, donc les changements de type 2 dont parlait Jérôme tout à l'heure.
Voilà. Et donc on arrive en fait sur un sujet qui s'appelle de la résistance à l'engagement. Donc dans les processus de changement, on va inévitablement en fait rencontrer de la résistance et on pourrait être tenté en face de la résistance de résister encore plus, donc résister à la résistance, mais ce serait de lui donner de plus en plus de corps. On pourrait être tenté en fait de la nier. On pourrait être tenté aussi en fait de chercher à l'argumenter euh, et rien de tout ça ne fonctionne. Voilà, c'est donc si vous êtes tenté de ça en fait, ben, oubliez parce que ça ne marchera pas. Pour rencontrer la résistance, on a nous une petite manière qui nous est très personnelle, mais en même temps je pense qu'on n'est pas les seuls à partager ça, mais euh, qui, 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 qui nous invite en fait à formuler ça sous forme de philosophie. C'est dans notre manière à nous de voir les choses, en fait, on va considérer que ceux qui résistent, en fait, ils ont une bonne raison de résister. Et donc que cette résistance, elle mérite d'être entendue. Et si on prend le temps de l'écouter, la résistance, en fait, elle va s'exprimer la plupart du temps parce qu'il y a quelque chose qui est en danger dans le changement. Et donc, quand la personne est entendue sur ses craintes, sur ce qu'elle imagine qu'elle pourrait perdre, si on entend ça et qu'on cherche avec elle la manière de préserver ce qui est à préserver et d'accepter en fait de lâcher ce qui n'a plus de raison d'être, dans ce cas-là, en fait, on va pouvoir l'accompagner et en même temps renforcer le projet. Parce que toutes les résistances, si on les prend non pas comme étant des obstructions, mais qu'on les prend comme étant des besoins de sécurité, on va s'apercevoir qu'en entendant tout ça, petit à petit, on peut affiner, un peu comme de la dentelle, avoir quelque chose de beaucoup plus fin, beaucoup plus adapté dans sa réalisation. Et alors pour ça, en fait, ça nécessite d'être véritablement à l'écoute hein, des collaborateurs et enfin, d'accueillir la parole. Ça, c'est très, très important. Et de la considérer avec beaucoup de respect. Alors que quand on est contredit dans un projet ou dans un discours sur la nécessité du changement, on pourrait avoir tendance en fait à se courroucer des objections. Il existe des techniques en fait hein, pour accueillir les objections et en faire des arguments de renforcement. Voilà. Donc dans les petites règles, on va voir ce qui est dit n'est jamais définitif. Alors, on aurait pu le faire à la façon de Yoda en mettant le verbe à la fin, mais c'est presque une règle de vie. C'est-à-dire que on a vu que la courbe du changement, elle s'inscrit dans une logique temporelle, que pour digérer un projet d'évolution, tous autant qu'on est, on a besoin de temps. Et alors, en fonction de la profondeur du changement, ce temps peut varier, des fois de manière conséquente. Mais on a quand même besoin de temps. Et dans la phase de colère, on peut supposer en fait que des mots, des fois un peu plus violents que d'autres, vont sortir. Et si on les entend de manière définitive, ces mots-là en fait produisent de la rupture. Si par contre on se dit mais ils sont directement rattachés au moment que vit la personne, ces mots-là, en fait, ils n'ont plus du tout de caractère définitif et c'est beaucoup moins grave. Alors, tous autant qu'on est là, en fait, je pense on doit avoir une expérience de parent. Si on a une expérience de parent, d'adolescent, on sait bien de quoi il s'agit. Il y a des mots des fois très très durs qui sortent de la bouche des adolescents quand ils parlent de leurs parents. Et, et dans ce cas-là, en fait, on sait très bien en fait que ça ne peut pas être définitif, il y a bien un après qui arrive des fois.
des fois un peu longtemps après, mais il y a un après qui arrive et qui nous ramène de la raison, à de l'affection, à tout un tas de choses bien plus généreuses. Et pourtant, en fait, c'était très important que ces mots-là puissent sortir un jour. Voilà. Donc c'est vraiment de la même façon avec les collaborateurs. Dans la phase de digestion, on va rencontrer ça aussi, bien sûr. Ce qui permet, j'ajouterais, d'éviter de catégoriser les gens aussi et de les laisser à des moments du passé. C'est-à-dire qu'on peut entendre parfois dans les entreprises, ah oui, mais lui, il m'a dit ça il y a 6 mois et maintenant il me dit l'inverse, donc il n'est pas cohérent, etc. Donc c'était vrai il y a 6 mois, il y a des choses qui ont bougé. Aujourd'hui, il est prêt à changer, à aller vers autre chose. Donc, il faut l'accepter, en fait. Et ça, c'est important. Et pas revenir sans cesse sur le passé. Sinon, on Voilà. bloque les gens dans dans ce qu'ils ont dit un jour. Voilà. Voilà. Une autre petite règle aussi, en fait, c'est qu'à chaque fois qu'on a du doute, c'est qu'il y a un besoin de réassurance. Et donc, entendre le questionnement sous forme de doute, ça ne veut pas dire que la chose ne tient pas, ça veut dire qu'il y a besoin d'explications complémentaires. Et donc, ça, c'est juste pour dire que derrière les demandes, il y a un besoin. Pour le dire de manière encore plus simple, en fait, hein, alors ça, on connaît bien ça dans notre métier. On passe notre temps à écouter des demandes et à les reformuler au format du besoin. Le besoin, en fait, il est profond, il est véritable. Des fois, les demandes, notamment les demandes de collaborateurs, quand elles ne sont pas très élaborées, quand elles n'ont pas été réfléchies, mais qu'elles sont sous le sceau de la spontanéité, et les demandes, elles peuvent être brutales, elles peuvent être jugeantes, elles peuvent être inconfortables. Et si on prend le temps de les reformuler au format du besoin, on va s'apercevoir que ça devient complètement compréhensible, que c'est acceptable et que même c'est louable pour l'organisation. Donc ça, c'est un point qui est important, distinguer la demande et le besoin. Voilà. Et puis, le petit point qu'on avait mis aussi, en fait, c'est accueillir, en fait, tout ce qui peut arriver. Ça, c'est pour dire tout simplement qu'on fait avec, pas contre. Donc, dans une logique d'accompagnement du changement, euh, toutes les expressions, qu'elles soient au format positif ou qu'elles soient au format négatif, sont des expressions par rapport à l'objet du changement. Et à ce titre-là, en fait, elles sont intéressantes. Et on va faire avec. Donc, quand j'ai quelqu'un qui résiste, en fait, je vais faire avec lui parce qu'il a une bonne raison de résister. Et quand quelqu'un ne résiste pas, je vais faire avec lui parce que ça va donner de la dynamique à l'ensemble. Voilà. En gros, c'est ça le. Donc, il y a toute une philosophie qui est derrière. En fait, c'est celle de la considération, considération de l'individu dans la dynamique de changement. Et managérialement, quand on aborde ça avec cet état d'esprit, on s'aperçoit qu'on n'est plus obligé de s'installer dans un rapport de force. En gros, en fait, pour emmener les gens, on n'est pas obligé de leur tordre le bras. C'est ça l'idée. Enfin, sauf si on ne sait pas faire autrement, mais dans ce cas-là, peut-être qu'on peut faire un autre métier que manager. Voilà. Ou c'est comme ça. En passant, je dis ça. Moi, Hmm. Ok, c'est parce que j'avais plus rien à dire sur le sujet, tout simplement. ça marche. Et voilà, donc là après, ben, c'est tout ce qu'on peut déployer pour accompagner l'organisation. Donc, dans ce qu'on peut envisager au plus haut de l'organisation, on peut imaginer un comité de pilotage pour avoir une sorte de gouvernance en fait du processus de changement. Alors, dans ce comité de pilotage, on pourrait être tenté d'y mettre tous les décideurs de l'organisation, tous les gens qui ont des barrettes sur l'épaule. Mais nous, on vous invitera plutôt en fait à envisager un comité de pilotage avec quelques personnes qui ont des points de vue dans l'organisation qui sont particuliers ou distincts en fait de seulement la direction. Donc un éclairage technique hein, pour un changement qui aurait une portée technologique par exemple, une entrée un peu sociale si on sait que ça va bouleverser l'humain.
c'est enrichir en fait, hein, l'équipe du comité de pilotage avec des compétences variées. Voilà, c'est ça l'idée. Ça, c'est pour les gros changements d'envergure qui nécessitent en fait un temps d'architecture, un temps de préparation et d'élaboration. Ensuite, on peut avoir des changements d'ambition moindres, mais qui nécessitent quand même, pour ceux qui vont le piloter, de garder la tête hors de l'eau, de ne pas se laisser embarquer en fait. Et dans ce cas-là, on a la possibilité d'envisager donc des formats de supervision, supervision, intervision, entre pairs. On peut l'imaginer de plein de façons différentes, mais c'est de temps en temps prendre un temps pour réfléchir à ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, ce qu'on voudrait en fait qu'il soit fait et le comment on pourrait imaginer de l'adapter. Et pour ça, en fait, il n'y a rien de tel que d'aller se raconter à quelqu'un qui n'a pas les mains dans le cambouis. Voilà. Et ça permet d'entendre des questions naïves, et puis les questions naïves, en fait, elles font réfléchir. Voilà. On a ensuite toutes les possibilités en termes de formation. Alors, formation des managers, formation accompagnement du dirigeant, formation des collaborateurs. Dans les formations, on va retrouver des formations qui tournent autour de la gestion des émotions, la gestion du stress, enfin, toutes ces choses-là qui équipent les personnes pour réussir à traverser les moments délicats. Ça, c'est en rapport avec l'idée qu'il n'y a pas de sortie de crise, hein, sans un passage par de la souffrance, en tout cas du frottement. Et plus on est équipé, en fait, l'équipement formation, c'est ce qui pourrait constituer la petite goutte d'huile dans les rouages. C'est la différence entre le mécanisme grince ou ne grince pas. Voilà. Le coaching, en fait, c'est aussi une manière d'accompagner donc les acteurs du changement sur des thématiques très spécifiques en fonction du besoin. L'avantage du coaching, en fait, c'est qu'il est personnalisé et il est précisément en fait sur les thèmes à travailler et de manière moins générique et un peu plus personnalisée, quoi. Ensuite, on a aussi la possibilité le co-développement. Donc ça, c'est ou tous les outils qui permettent enfin, aux groupes, hein, aux individus, qui permettent la coopération, le travail ensemble. Euh, Ça, on peut transmettre des techniques ou des méthodes et puis donner aux gens la possibilité de s'en emparer, d'en faire leur petite routine et avec ce type de savoir-faire, on a des organisations qui basculent assez rapidement en fait sur de l'organisation apprenante, où les choses s'engrènent en fait assez facilement. Et après, donc, on a des possibilités d'accompagnement sur alors justement en fait les situations où ça grince en profondeur. Là, on a les cellules d'écoute, par exemple, ou les groupes de parole. Cellules d'écoute, quand on les active, c'est qu'on a des collaborateurs qui sont véritablement en souffrance. Et la manière avec laquelle nous, on accueille cette souffrance, et je pense l'avoir déjà dit, mais je peux le redire là, la manière avec laquelle on accueille cette souffrance, en fait, c'est de dire, s'il y a souffrance, en fait, c'est qu'il y a quelque chose qui manque. Et cherchons donc, en fait, ce petit quelque chose qui manque. Et on va s'apercevoir que dès qu'on l'a identifié, on s'aperçoit qu'il était quand même pas loin de la portée de la main. Et quand on l'active, on s'aperçoit que la souffrance disparaît. Donc, nous, on est des psys du travail, on est des coachs ou des consultants, mais on n'est pas des thérapeutes. C'est-à-dire qu'on ne rencontre pas la pathologie. On rencontre la souffrance, mais pas la pathologie. On rencontre le besoin d'apprendre. Donc, à la limite, en fait, le métier le plus utile chez nous, c'est celui de formateur, puisqu'on transfère un savoir-faire, et à partir du moment où le savoir-faire est acquis, on s'aperçoit que là où il y avait souffrance, il n'y en a plus. Le vrai soignant dans l'organisation, c'est le formateur. J'aime bien cette idée. On avait encore une petite diapo qu'on peut juste vous montrer rapidement et puis quitter là-dessus sur voilà, ce qu'on régulièrement on travaille avec nos clients, donc on les aide
à anticiper les mutations présentes et à venir, donc à les questionner, à les faire envisager la méthode avec laquelle ils vont travailler. Accompagner évidemment les équipes à travers ces diverses transformations, avec du coaching, de la formation, avec tout ce qu'on vous a décrit préalablement. Ça nous arrive hein, de former l'ensemble d'une organisation, des salariés d'une organisation, donc 50, 70, 100 personnes, sur des compétences, développer des compétences en communication pour travailler sur l'acceptation du changement, mieux se parler, mieux se dire les choses, mieux faire passer ses messages quand on a des choses à se dire. Installer les principes de l'organisation apprenante. Donc là, on va être sur l'apprentissage, sur quels sont les schémas mentaux dans une organisation, qu'est-ce qui va devoir changer, par quoi on va devoir passer, qu'est-ce que ça va impliquer en fait, comment on va devoir penser différemment, comment les présupposés de l'organisation vont devoir bouger pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Et puis, travailler sur l'énergie, la motivation des équipes avec des séminaires de cohésion, des points d'étape, voilà, des interventions qui permettent de travailler, encore une fois, avec l'intelligence collective. Et notamment, enfin oui, on peut dire aussi, peut-être pour finir, que notre petite spécificité, c'est aussi le théâtre en entreprise. Donc, on utilise aussi ce support-là pour permettre aux gens de s'exprimer sur ce qu'ils vivent au quotidien. Voilà, c'était notre présentation sur l'accompagnement des changements. J'espère que ça vous a intéressé, interpellé, que vous avez pu retenir quelques idées pour vous. Donc, il n'y a pas eu de questions dans le chat, donc C'est que c'était clair. c'est que c'était clair. On imagine. En tout cas, s'il y avait d'autres questions, on reste disponible évidemment par téléphone pour vous en parler plus en profondeur ou vous recevoir ou aller vous voir pour discuter de tout ça. Et puis, bah, je vous souhaite un bon week-end, une belle après-midi. Et puis, À voilà, bientôt. on vous dit à bientôt, tout le monde. Au revoir.